silo Sature. Le président de la République démocratique du Congo et du Rwanda autour de l'émir du Qatar, un pas important franchi vers le retour de la paix dans la partie est du pays. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Qatar, les deux parties se sont engagées en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Une rencontre qui intervient le même jour que celle prévue à Luanda en Angola entre la délégation de la RDC et les supplétifs de l'armée rwandaise, l'FC M23, qui ont fait volte-face en dernière minute. Les dépenses militaires exceptionnelles figurent désormais dans la loi de finances rectificative 2025. Le doublement des soldes des militaires est également pris en compte. C'est à quoi ressort de la réunion des membres de la troïka politique. Plus de question des diplômes de graduats dans l'enseignement supérieur et universitaire. Ces spécimens de nouveaux diplômes sécurisés étaient présentés à la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo. C'est tout pour les titres. Le président de la République démocratique du Congo et du Rwanda autour de l'émir du Qatar, un pas important franchi vers le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Qatar, les deux parties se sont engagées en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et conditionnel. Une rencontre qui intervient le même jour que celle prévue à Luanda en Angola entre la délégation de la RDC et les supplétifs de l'armée rwandaise, l'AFC M23, qui ont fait volte-face en dernière minute. Suivez la réaction de la population. Nous sommes vraiment satisfaits en tant que Congolais. Je suis vraiment satisfait. Parce que d'abord, c'est l'objectif du président, de notre président. Nous voulons une paix durable, que ces deux pays puissent vivre aussi ensemble. Il y a de ces Congolais qui se sont mariés avec des Rwandais. Il y a des Rwandaises qui se sont mariés aussi avec des Congolais. Donc notre amitié, notre vie là, ça va continuer. Contre hier des deux présidents de la République, je cite notre président, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le président de la République rwandaise, Paul Kagame, à Doha, pour que la paix revienne à l'est du pays. Et vous le savez très bien, en ce mois de mars, mois dédié aux droits des femmes, les femmes sont violées. Je ne peux même pas dire les femmes, les filles, les enfants, les petits-enfants, les filles qui sont violées à l'est du pays. En tant que femme, en tant que maman, je voudrais que la paix soit instaurée à l'est de notre pays. Cette rencontre a pu soulager quand même la population congolaise dans son ensemble. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier que le chef de l'État est dans la démarche de pouvoir ramener la paix au Congo. Je crois qu'il était important que ces deux chefs d'État puissent se rencontrer et discuter autour de la question de la paix de l'Est. Parce que le chef est préoccupé par cette situation de l'Est qui, du jour au lendemain, ça ne cesse de lui déranger. Les gens meurent tous les jours. Alors, il était là, il est parti, il a accepté d'aller rencontrer son homologue rwandais, justement pour trouver la paix. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Nous vous recevons sur ces plateaux pour une analyse de la tournure que prennent les événements dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Et la toute première question, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est parti à Doha pour rencontrer Paul Kagame. Et au même moment, les pourparlers de Luanda n'ont pas eu lieu. Quelle lecture diplomatique faites-vous? Les évolutions liées à ces deux événements traduisent le développement de deux dynamiques. Il y a une dynamique régionale et sous-régionale portée par les États au niveau de l'Afrique, puis au niveau de la sous-région, dont les deux processus de Luanda et de Nairobi, mais également une dynamique internationale qui s'inscrit dans une perspective plus globale. On est à Doha, les discussions ont lieu à Doha et Riyad, qui constituent aujourd'hui la plaque tournante de discussions diplomatiques de haut niveau autour des crises comme celle de l'Ukraine, oui, mais également la crise de Gaza.
c'est à Riyad ou à Doha que ces discussions-là ont lieu. Tout à fait. La dynamique diplomatique, elle est celle qui est marquée par une diplomatie américaine qui est portée par la dynamique du deal, la recherche de la paix par le deal. Et donc, lorsque vous situez l'ensemble de ces considérations-là dans un contexte où la RDC, qui est une pourvoyeuse des ressources stratégiques dont a besoin les États-Unis pour conforter son économie, vous pouvez vous rendre compte que cela n'est pas un événement fortuit. Doha, le Qatar, a certainement été responsabilisé pour organiser ce rapprochement entre les deux chefs de l'État autour d'une réalité qui avait déjà été affirmée au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est quoi cette évidence? Lorsque vous lisez le communiqué à la fin de la réunion de Doha où le président Kagame reconnaît ou appelle à un cessez-le-feu, cela veut dire que le président Kagame reconnaît, avoue tacitement d'être au cœur du conflit en RDC. Monsieur le professeur Ioka, au regard de tout ce que vous venez de dire, comment prévoyez-vous l'avenir, cet avenir, c'est en termes de paix et de relations avec les voisins de la République démocratique du Congo? Je reste optimiste parce que la dynamique diplomatique est en train clairement de prendre le pas sur la dynamique belliciste, parce que le Rwanda, qui depuis les 30 dernières années s'appuyait sur ce levier militaire, est en train d'être desservi parce que manifestement il apparaît que le Rwanda a une lecture, on va dire, anachronique de la réalité géopolitique mondiale. Et donc il est certain que la dynamique diplomatique est en train de mener vers un apaisement de la sous-région. Pourquoi? Parce que les États-Unis, les puissances occidentales ont besoin d'un apaisement. Vous voyez même la dynamique au niveau de l'Ukraine, elle est à l'apaisement au fin de mettre en place un cadre d'affaires apaisé pour parvenir au redressement de l'économie mondiale. Voilà. Merci professeur, merci pour cette lecture et merci d'être passé sur ce plateau, sur notre plateau, et nous pensons que ce ne sera pas la dernière fois. La Chambre haute du Parlement, comme par les passés, une délégation du programme des Nations Unies pour le développement, en acronyme PNUD, a réaffirmé cet engagement au président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, ce mercredi 19 mars 2025. Le détail avec Julio Piana, Bienvenue Lusala et Janine Kalenga. Confortés par les ambitions portées par le président du Sénat Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge au cours de leurs échanges ce mercredi 19 mars 2025, le PNUD rassure la poursuite de leur partenariat et de son accompagnement du projet de modernisation de la Chambre haute du Parlement. Ces ambitions rencontrent bien les domaines d'intervention du PNUD et nous nous sommes entendus que nous allons nous revoir régulièrement pour faire le point et faire en sorte que les ambitions de modernisation du Sénat puissent se réaliser. Vous savez, le Sénat et le PNUD sont des partenaires de longue date et nous avons fait beaucoup de choses utiles par le passé, notamment en matière d'installation d'un centre de ressources numériques à l'intérieur du Sénat pour faciliter le travail de l'administration. Nous avons aussi ensemble mis en place un système de transcription simultanée des sessions du Sénat pour faciliter le travail au niveau des comptes rendus. Nous avons aussi élaboré le manuel de procédure du Sénat afin d'améliorer les processus de travail, renforcer la redevabilité et aussi moderniser l'administration. Alors, aujourd'hui, l'honorable président a eu l'occasion de nous expliquer un peu sa vision à la tête du Sénat. Il a partagé avec nous ses ambitions de modernisation du Sénat, de l'administration du Sénat et de comment il envisage aussi renforcer le dialogue entre le Sénat et les institutions provinciales, notamment les assemblées provinciales. Il a été rappelé au cours de cette rencontre le sens et la portée du partenariat qui lie le Sénat au PNUD.
En province du Kwilu, dans le cadre de la campagne congolais Téléma, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a fait d'une pierre deux coups. Après son meeting populaire, elle a inspecté les travaux de construction financés par le gouvernement. La première ministre a visité également l'hôpital militaire régional de Kikwit ainsi que l'état-major de la 11e région militaire. Elle a également constaté l'état de route Kanzombi. Suivez. La ville de Kikwit au cœur de priorité du gouvernement chinois. Lors de sa tournée dans la ville de Kikwit, en province du Kwilu, dans le cadre de la campagne congolais Téléma pour défendre la patrie, la chef de l'exécutif central, Judith Suminwa Tuluka, a inspecté les travaux de construction de plusieurs infrastructures financées par son gouvernement. Il va y avoir combien de chambres et c'est pour combien de lits en fait? Ici, nous avons évalué, c'est vrai que 34 lits. 34 lits. 34 lits. Auparavant, c'était 7. Elle a également visité l'hôpital militaire régional de Kikwit ainsi que l'état-major de la 11e région militaire. C'est vrai qu'on est agressé sur le côté Est, raison pour laquelle nous faisons cette campagne congolais Téléma. Mais en même temps, pour moi, en tant que Premier ministre et chef du gouvernement, il est important aussi de regarder les autres aspects socio-économiques qui concernent la population congolaise et de montrer que le gouvernement garde à l'esprit qu'il faut continuer à travailler sur les questions socio-économiques. J'ai été visiter l'hôpital militaire. Il y a eu des instructions qui ont été données pour qu'on puisse réhabiliter l'hôpital, faire une maternité, aussi un centre d'hospitalisation. Et donc là, les travaux sont en train d'avancer. Normalement, d'ici, je pense, 3-4 mois, la maternité déjà au moins devrait être terminée. Nous avons regardé aussi l'état-major. Là, les travaux ont commencé. Judith Suminwa Tuluka a par la suite rassuré la population de cette partie du pays de son implication dans la réhabilitation de la route Kanzombi et à la finalisation de travaux d'électrification de la ville de Kikwit et d'autres projets à Idiofa et Boulungu. Je pense que vous avez pu voir les pylônes d'électricité qui permet de voir que Kakobol a été réhabilité et que maintenant les instructions ont été données pour qu'on puisse connecter les ménages de Kikwit à l'électricité. Le ministre des Ressources hydrauliques est en train de convoquer des réunions pour finaliser cela. Et ensuite, on va pouvoir travailler sur la connexion des Diofa et de Boulungu. Les courants électriques produits par le barrage de Kakobola sera définitivement lancé au mois d'août. Des essais expérimentaux avaient déjà été effectués. Comme annoncé au début de ce journal, les membres de la Troïka politique qui viennent d'intégrer les dépenses militaires exceptionnelles dans la loi des finances rectificative 2025, ils ont aussi pris en compte le doublement de la solde des militaires. D'autres détails avec Sylvie Moimbo et Ibrahim Chako. Dans un contexte marqué par les effets de l'agression du M23, les indicateurs macroéconomiques restent sous contrôle avec une inflation maîtrisée et un taux de change stable. Cette réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances, Doudou Fouambali Kondeli-Botaï, a réuni le ministre d'État en charge du budget, la vice-ministre des Finances, le vice-ministre du budget, les conseillers du chef de l'État, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, ainsi que plusieurs structures du ministère des Finances. L'un des axes majeurs de cette séance a porté sur l'impact du conflit sur les finances publiques. Le gouvernement de la République a mis en œuvre plusieurs mesures, notamment l'intégration des dépenses militaires exceptionnelles dans la loi des finances rectificative 2025, l'application des mesures de réduction du train de vie des institutions, conformément aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la prise en compte du doublement de la solde des militaires, une décision essentielle pour soutenir les forces armées en cette période de crise. Ces ajustements budgétaires devront être intégrés dans les discussions avec le Fonds monétaire international afin d'assurer la cohérence du cadrage macroéconomique. Par ailleurs, la nécessité d'une gestion rigoureuse des ressources et d'une anticipation des répercussions de l'agression du M23 sur l'économie nationale a été soulignée. L'objectif est de prévenir tout déséquilibre macroéconomique et de préserver la stabilité du pouvoir d'achat de la population. Les discussions avec le FMI se poursuivront dans les prochains jours afin d'ajuster les stratégies budgétaires et monétaires en fonction des défis engendrés par cette crise sécuritaire.
Les entreprises en République démocratique du Congo sont désormais appelées à certifier leurs états financiers par les experts comptables avant les dépôts à la DGI pour la déclaration de l'IBP. Pour mener à bien cette mission, les experts comptables ont renforcé leurs capacités dans une formation organisée par l'Ordre national des experts comptables de la RDC, nous rapporte Jacques Mégy. L'impression des nouveaux diplômes du système éducatif LMD en République démocratique du Congo depuis 2022 est en cours. Pour ce faire, la professeure Marie-Thérèse Sombo a réuni les experts de son ministère et ceux de l'Hôtel des Monnaies pour finaliser ce processus. Conduit par le secrétaire général à l'issue, les experts de ces comités techniques ont présenté à la professeure Marie-Thérèse Sombo les spécimens de ces diplômes et ces marques de sécurité qui sera disponible pour l'année académique 2023-2024. Après une analyse minutieuse de ces documents, la patronne de l'ESU a fait des observations pertinentes avant de donner le go pour l'impression. À cet effet, le secrétaire général de ce ministère a lancé appel aux établissements universitaires et supérieurs de passer leurs commandes. Je peux aujourd'hui assurer l'opinion de la communauté universitaire que les diplômes LMD qui leur seront donnés après leur commande sont des diplômes hautement, je dis bien hautement sécurisés, pratiquement comme des billets des banques. La délivrance des attestations tenant lieu des diplômes est prohibée et que les établissements qui vont se retrouver dans ce type d'activité seront sanctionnés. Rendre performant, compétitif et inclusif le système éducatif LMD, comme le souhaite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reste le leitmotiv de la ministre Marie-Thérèse Sombo. Voilà, vous avez compris avec moi qu'il n'y aura plus de question des diplômes des graduats dans l'enseignement supérieur et universitaire. Ces spécimens des nouveaux diplômes sécurisés étaient présentés à la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, un reportage commenté par Alain Bikaï. Tout à l'heure, les entreprises... La notion de certification des états financiers par des experts comptables avant le dépôt à la DGI pour la déclaration de l'IBP. Ces experts comptables, pour mener à bien cette mission, ont renforcé leurs capacités dans une formation organisée par l'Ordre national des experts comptables de la RDC. Reportage Jacques Mégy. La notion de certification des états financiers de certaines entreprises en République démocratique du Congo étant nouvelle, l'Ordre national des experts comptables s'active à former ses membres. À la matinée pédagogique tenue à Béatrice Hôtel, les experts comptables ont été longuement outillés pour le travail de l'attestation des certifications des états financiers qui accompagnent la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits. Nous avons proposé en fait des points d'amélioration à l'ensemble de la communauté des experts comptables. Entre autres points d'amélioration, c'est d'abord une bonne collaboration entre l'ordre des experts comptables et les experts des impôts pour appréhender correctement le scope des entreprises qui sont soumises à cette exigence. Nous croyons fermement qu'ils vont assimiler la matière, mais cela n'est pas suffisant. Nous allons continuer à vulgariser, en fait, à sensibiliser la norme, mais aussi partager les différents documents de travail qui leur permettent d'exécuter correctement leurs travaux dans le cadre de la certification. Dans l'après-midi, les experts comptables ont participé à l'Assemblée provinciale ordinaire. Le compte, depuis derrière que nous avons, l'ordre a commencé, nous présentons toujours le compte avec un excédent. Ici, on ne parle pas de bénéfices dans les organisations, nous parlons d'excédent, donc un excédent de produits par rapport à nos charges, c'est un excédent de plus ou moins 55 000 $ américains. Démocratique du Congo, l'ONEC est très engagé et tient à être un partenaire incontournable du gouvernement congolais en matière de bonne gouvernance.
Les bénéficiaires des formations des projets d'appui à l'Institut national de préparation professionnelle ont été encouragés à mettre en pratique leur savoir-faire. C'était à l'issue de la cérémonie de remise des certificats qui ont sanctionné la dite formation, nous dit Jojo Frédéric Ndibou dans son reportage. Cette cérémonie de certification des bénéficiaires de formation d'appui à l'INPP, présidée par le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Nameto, a été marquée par plusieurs discours, notamment la directrice de l'Agence française de développement, AFD, Safia Ibrahim, celui du directeur général de l'INPP, Godefroid Stanislas Chimonga, qui a fait savoir: ces appuis ont été définis en termes de modernisation de la formation, de la pédagogie, des infrastructures et des équipements qui ont eu un impact réel sur la qualité de nos formations à travers l'ensemble du pays. S'en est suivi le discours du ministre de l'Emploi et du Travail qui a quant à lui annoncé l'ouverture d'un centre de formation de contrôle technique automobile à l'INPP Boma, fruit de ce partenariat. Permettez-moi de remercier sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, grâce à son soutien constant, ainsi qu'à la détermination manifestée par les conseils d'administration et la direction générale. Nous avons pu réaliser la vision du chef de l'État. Les bénéficiaires de formations organisées à l'Institut national de préparation professionnelle, le INPP, ont reçu des certificats et ont été encouragés à mettre en pratique leur savoir-faire. Quelques supports élaborés dans le cadre de projets mis en œuvre ont été également remis aux récipiendaires. Le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coopération de l'aide au développement, a présidé ce mercredi 19 mars 2025 la cérémonie d'ouverture des travaux du Forum de redynamisation des groupes thématiques sectoriels pour impulser leur implication dans l'aboutissement des productions liées aux discussions à la matière. Mamita Bangoulou et Jean Deck ont signé ce reportage. Ce forum va réunir pendant 3 jours, du 19 au vendredi 21 mars 2025, les membres du gouvernement, tous les partenaires au développement de la RDC, de la société civile et du secteur privé. Partant des travaux préliminaires, il est question de faire l'état des liens du fonctionnement tant des groupes techniques sectoriels que des groupes interbailleurs. Les dits travaux ont procédé à l'analyse diagnostique de la situation de terrain pour aboutir à la production d'un tableau en cours d'harmonisation qui va constituer les points d'entrée pour la finalisation lors du forum. Dans son discours d'ouverture, le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo, a fait savoir que c'est une occasion de mener une analyse approfondie de la situation sectorielle, de la mise en œuvre de la politique stratégique et des programmes de développement afin de porter des solutions urgentes. La mise en œuvre et le suivi, évaluation des programmes sectoriels ainsi que sur l'efficacité de l'aide au développement à travers notamment l'alignement aux priorités nationales et une meilleure division du travail entre les partenaires techniques et financiers. Pour sa part, Eric Willer-Marx, co-président du groupe de coordination des partenaires au développement, a soulevé que le développement participatif pour offrir au pays une trajectoire claire pour le développement. Ce dispositif a pour but ultime l'efficacité et l'effectivité des politiques gouvernementale et de l'aide publique au développement en RDC. Il est en effet indéniable que le gouvernement et ses différents partenaires techniques et financiers doivent agir de manière concertée pour atteindre les objectifs qui se sont mutuellement fixés. Ces travaux de forum vont se conclure par la formulation des recommandations pertinentes, contraignantes dans la mise en œuvre, et cela dans la perspective d'une grande contribution des groupes sectoriels au résultat du développement du pays. Suivant à présent la journée porte ouverte initiée par l'École nationale d'administration, moment choisi pour les élèves des écoles de Kinshasa pour s'informer sur les réformes en cours au sein de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a échangé avec les filles de l'école Liziba, nous disent Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Papi Mokemalouma.
Bonjour. Séance pédagogique ce jeudi 18 mars 2025. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, était face aux élèves du lycée Liziba de la commune de Mongafula dans le cadre de la journée porte ouverte organisée par l'École nationale d'administration, ENA en sigle. Demain, vous serez recrutés dans les services publics, non pas parce que vous êtes des femmes, mais parce que vous êtes compétente. Quand on aime son pays et quand on veut vraiment changer les choses, eh bien on marque son temps. Vous devez oser avoir l'ambition d'aller de l'avant, de changer votre pays et de vous dire, en somme, un jour je participerai au changement. Porter déjà ces rêves-là dès les bas âges, c'est tout à votre honneur. Riche en enseignements, cette séance a permis à ses élèves de bien appréhender les actions menées par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou pour le redressement et la modernisation de l'administration publique. Tous les stéréotypes que j'avais concernant la fonction publique ont été déconstruits. J'ai découvert une autre phase de la fonction publique que je ne connaissais pas. Il y a beaucoup d'alternatives, il faut juste travailler. Et après cette visite, j'ai pu voir cette fâche cachée où tout le monde travaille et où le VPN essaye d'améliorer notre pays et d'aider toutes les personnes travaillant dans la fonction publique. Adepte d'une forte représentativité de la femme dans l'administration publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a motivé et conscientisé ses lycéennes à travailler dur pour être à la hauteur d'assurer la relève. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de féminisation de l'ENA en cours d'élaboration, conformément aux orientations de l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique. Avoir plus de femmes qui accèdent à la haute fonction publique et qui réussissent au concours de l'ENA, ça ne va pas se faire de soi. Il faut agir, il faut sensibiliser. Le mois de la femme, une occasion pour les participantes à la conférence sur les conflits émergents et leurs conséquences en RDC qui se tient à New York aux États-Unis d'Amérique de faire l'état des lieux des atrocités et exactions vécues par les femmes à cause des multiples conflits en République démocratique du Congo. Commentaire Jean-Pierre Ndolo-Demazo. La salle de l'Union africaine à New York aux États-Unis abrite la conférence sur les conflits émergents et les conséquences sur les femmes et les enfants, ce en marge de la 69e session de la condition de la femme, une activité organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants en collaboration avec la mission permanente de la RDC aux Nations Unies. L'objectif de cette activité est de porter la voix de la RDC de manière vive sur les conséquences des conflits émergents sur les femmes et les enfants. La République démocratique du Congo vient d'élaborer son troisième plan d'action de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur femmes et de sécurité, un outil important de plaidoyer qui va contribuer efficacement à améliorer la prise en compte du genre aux instances décisionnelles, des mécanismes de gestion des conflits, aux différentes tables de négociation des faits ainsi que dans la lutte contre les violations des droits fondamentaux des femmes en période de conflit. La secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfants, Madame Esther Kamwanya, a, au nom de la ministre du Genre, dénoncé une fois de plus cette guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda à travers le 1-23 et l'AFC. Il faut bien investir dans la technologie militaire en plus des satellites pour bien mener la guerre numérique. L'Institut supérieur pédagogique et technique, en acronyme ISPT, est bien disposé pour accompagner le gouvernement dans la production des drones, missiles balistiques, satellites et bien d'autres moyens technologiques capables de dissuader n'importe quel ennemi de la République démocratique du Congo, nous dit Rodé Panda dans ce reportage. Au cours de la matinée scientifique sur la place de la technologie spatiale et la télédétection pour la RDC, ce mercredi au campus de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, ISTPK, le directeur général, le professeur Albert Kabassé Yenga a remercié le président Félix Tshisekedi pour le succès diplomatique par la rencontre au Qatar avec le président rwandais Paul Kagame, qui reste déterminante et pour ses efforts dans la restauration de la paix. On a gagné sur le plan diplomatique. Qu'on ne dorme pas. La guerre aujourd'hui est numérique, technologique, satellitaire, avec des drones, avec des capteurs. L'ISPT lance un appel pressant au chef de l'État pour que l'on crée
une agence aérospatiale, qu'on donne au Congo le satellite de télécommunications et une constellation de satellites à défilement, qu'on propulse les écoles polytechniques militaires, qu'on fasse du service militaire un service obligatoire, mettre ces termes dans la Constitution, dans la mer de loi. Et l'ISTP Kinshasa est bien disposé pour accompagner le gouvernement de la République dans la production de drones, missiles balistiques, satellites et bien d'autres moyens technologiques capables de dissuader n'importe quel ennemi. L'ISPT Kinshasa plaide pour un soutien gouvernemental afin d'atteindre l'objectif de sa recherche scientifique. Le pain à base de manioc, une technique favorisée et encadrée par le ministre de la Recherche scientifique. Suivez. Les Congolais auront désormais dans leurs assiettes pendant les petits déjeuners du pain et du gâteau obtenus par la farine panifiable en lieu et place de la farine de bleu. La découverte est de Marie Yanzou, une femme chercheuse à l'université de Kinshasa. Moi je crois à la RDC. Et surtout que le manioc, c'est la culture principale. Le manioc, c'est l'aliment de base. Ce qui manque à la population, c'est la technologie. Les gens qui connaissent toutes les expositions qu'on a fait ici à Kinshasa, tout le monde me connaît avec mes gâteaux de farine de manioc. C'est pour la première fois depuis que je suis scientifique, donc plus de 40 ans aujourd'hui, que j'ai vu un ministre de la Recherche scientifique qui a valorisé la recherche et même qui valorise les chercheurs. Gilbert Kabanda, c'est vraiment la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et si on écoute, on voit ce qu'il fait et que les autres membres du gouvernement peuvent soutenir, hein, c'est-à-dire que parfois quand on veut résoudre un problème, nous associer et dire que non, il y a eu des lauréats. Cette scientifique dans un processus qui permet de maîtriser les risques sanitaires. Le pont Maengue dans les camps Luka va contribuer au désenclavement d'une partie du pays. Rikenina pour les détails. Camp Luka, son désenclavement. L'autorité municipale, Dieu merci, détaille. Ces derniers, pour le cas de figure, comptent accompagner les responsables de la SNEL dans la sensibilisation de la population de Camp Luka en ce qui concerne les prépaiements. Une promesse des campagnes du chef de l'État à la population de ces coins de la capitale dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie. Par ailleurs, l'autorité municipale a mis à profit sa descente au quartier Camp Luka pour visiter les travaux de construction du pont Maenga, qui, une fois fini, va contribuer à fluidifier davantage la circulation. Nous disons un grand merci au commandant suprême, au chef de l'État, qui a voulu donner la joie et la gaieté à la population de la commune d'Engalem à contrée de Camp Luka, parce que ce pont va permettre un certain désenclavement total de la contrée de Camp Luka, et nous demandons à la population d'accompagner ces travaux. C'est toujours dans le cadre de faire en sorte que Camp Luka soit désengorgé, soit désenclavé, que l'intégration soit totale comme les autres contrées de la commune d'Engalem. Pour achever sa mission d'itinérance dans ces quartiers, l'autorité municipale a visité en dernier lieu les différentes réalisations du projet PVJ, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le cadre du partenariat conclu avec le gouvernement allemand. Et c'est à travers ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de 20h. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la collaboration des Gauthier Kiassi et Yolande Voka. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 23h. Restez avec nous.